Madame, Monsieur Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Dans l'actualité ce soir, il a reçu plusieurs coups de couteau. Un étudiant de l'université a été agressé hier soir sur le parking. Des doutes subsistent sur le mobile de l'agression. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir au budget des familles. L'ISPF a révélé cet après-midi les comportements de consommation des familles de 2000 à 2015 et les inégalités se creusent. Les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, l'insalubrité de la maternité d'Uturoa pointée du doigt. Fuite d'eau, murs délabrés ou encore carreaux décollés. Les patientes dénoncent des conditions inadmissibles. Des travaux de rénovation doivent être réalisés en urgence. Et puis les acteurs du programme BEST réunis ce matin pour un appel à projet, un programme européen pour la conservation de notre biodiversité. Objectif, procéder à un état des lieux de l'écosystème polynésien. Et pour en parler, notre invitée ce soir, Anne Caillot, coordinatrice du programme BEST pour le Pacifique. Mais tout d'abord un point météo avec cette vigilance orange sur l'ensemble des Tuamotu. Depuis ce matin, de fortes pluies et des rafales de vent s'abattent sur la région. Selon Météo France, un minimum dépressionnaire se développe sur l'ouest des Tuamotu, entraînant un fort vent de nord-ouest pouvant atteindre les 60 km/h en moyenne et des rafales de 100 voire 120 km/h sous les grains. Associés à ces vents, une mer forte avec des creux pouvant atteindre les 4 à 5 mètres. Des grains orageux et de fortes précipitations sont attendus jusqu'à jeudi soir. Ce temps gagne la région de Here-Here-Tue jeudi matin. Prudence donc pour les habitants. L'affaire fait grand bruit depuis ce matin. Un étudiant d'une trentaine d'années a été retrouvé poignardé sur le parking de l'université hier soir. Inscrit en formation continue, l'homme se rendait à sa voiture lorsqu'il a reçu plusieurs coups de couteau. Des doutes subsistent sur le mobile de l'agression. Une enquête a été ouverte. Laure Philibert et Tauviti Tauniwamusan. C'est vers 19h hier qu'un étudiant a reçu des coups de couteau au thorax. Le jeune trentenaire rejoignait son véhicule près de la halle des sports de l'université. Le vigile, qui a pris la relève de celui de permanence hier soir, raconte. D'après ce que le collègue m'a dit, il y avait un étudiant qui a été poignardé ce matin, hier soir, à peu près 19h, 20h. Je crois que celui qui a poignardé, il n'était pas d'ici, il n'était pas étudiant. Nos services de gardiennage étaient sur place aussi. Le vice-président est arrivé rapidement aussi et on avait également notre personnel logé sur place qui s'est rendu sur les lieux. L'étudiant a été très rapidement pris en charge. Et les gendarmes sont intervenus sur le site pratiquement tout de suite aussi. L'étudiant, inscrit en formation continue pour un diplôme d'accès aux études universitaires, a été transporté au Taoné. D'abord placé en réanimation, il en est sorti aujourd'hui et se porte mieux. Ses jours ne seraient pas en danger. Le mobile de l'agression reste flou. Peut-être c'est un règlement de compte, je ne sais pas du tout. Les peu d'éléments qu'on a, il aurait été agressé pour qu'on lui prenne sa voiture et il aurait refusé de donner ses clés. C'est vraiment les seuls éléments qu'on a. Et il serait venu vers l'endroit où il y avait le plus de monde. C'est la première fois qu'une telle agression survient sur le campus. D'après la directrice générale des services, une enquête a été ouverte. Les gendarmes recherchent toujours l'agresseur. Et en bref, les jurés de la cour d'assises sont en ce moment même réunis pour décider du sort de l'homme accusé d'avoir écrasé avec son véhicule l'amant de sa femme en décembre 2014. La procureure générale a réclamé 20 à 25 ans de réclusion. Le verdict devrait être connu dans la soirée. Plus de 3800 familles interrogées durant une année sur leur mode de consommation. Le budget des ménages a été dévoilé cet après-midi par l'Institut de la statistique. Cela faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de rapport et premier constat, les inégalités se sont creusées durant toutes ces années. La consommation, elle, a augmenté, mais les ménages dépensent différemment. Les grandes lignes de ce rapport vous sont dévoilées dans ce dossier signé Jean-Baptiste Calvas et Manavatepa. Les habitudes de consommation des Polynésiens ont évolué. Selon l'étude de l'ISPF, les dépenses consacrées au logement ont diminué entre 2000 et 2015 en raison de la baisse des loyers. Paradoxalement, celles liées au transport occupent aujourd'hui la deuxième place.
parce que l'offre de transport public s'est apparemment réduite, obligeant les particuliers à utiliser davantage leur voiture. L'alimentation reste toujours, quant à elle, la principale dépense des foyers polynésiens. Autre enseignement, l'alimentation et le logement représentent à eux seuls plus de la moitié des dépenses des ménages aux faibles revenus, mais moins du quart chez les plus aisés. L'étude montre d'ailleurs que la répartition des revenus est devenue plus inégalitaire. Ces 15 dernières années, les pauvres se sont donc appauvris et les riches enrichis. L'enquête n'apporte pas d'explication, donc c'est sans doute multifactoriel, il y a plein de choses. Donc on a traversé une crise lourde qui a sans doute pénalisé les familles les moins aisées. C'est un phénomène qu'on retrouve également en métropole. La seule chose qu'on peut dire en termes de constat statistique, c'est que le niveau des inégalités reste plus fort en Polynésie qu'en métropole. Dans la famille Veitoare, à Faa, les fins de mois sont souvent difficiles. Astrid, la mère, a contracté un emprunt pour l'achat d'une voiture qu'elle continue de payer, bien qu'elle ne dispose plus du véhicule aujourd'hui. Nous n'avons pas la voiture, on prend le bus, comme tout le monde, quoi. Mais il y a des moments, c'est dur. On ne peut pas payer le bus. Et un certain temps, mes enfants vont à pied. Et j'ai mal au cœur, hein. Mais c'est pas grave. Il faut mettre le Seigneur devant nous. À cela s'ajoutent les autres charges auxquelles doit faire face la famille chaque mois. Le courant, le manger, mon tarot est à la banque de 33 000, mon loyer, c'est dur. Hein? L'étude de l'ISPF montre enfin que le pouvoir d'achat des ménages polynésiens a diminué de 12% ces 15 dernières années. La hausse minime des salaires n'a en effet pas compensé celle, plus importante, de l'inflation. Parmi les dossiers du jour en Conseil des ministres, l'octroi d'aides et une modification de la commission de recensement des sinistres ont été adoptés. Les propriétaires de véhicules déclarés en perte totale suite aux intempéries pourront bénéficier d'une prime, un dispositif similaire à celui qui avait été instauré pour relancer le marché de l'automobile l'an dernier. Jean-Christophe Buissou a ajouté que 2 nouveaux crédits sont aussi débloqués pour un montant total de près de 92 millions de francs. 50 millions seront consacrés pour les aides à l'équipement des ménages sinistrés, 30 millions pour la prise en charge par l'Agence immobilière sociale de Polynésie française des loyers des familles sinistrées relogées dans le parc locatif privé et les 10 millions restants serviront aux réparations du site des Trois Cascades. Et politique, toujours avec le programme de la venue de la ministre des Outre-mer dévoilé ce matin. Dès son arrivée vendredi matin, Erika Bareitz déposera une gerbe de fleurs au monument aux morts à Papeete. La ministre se déplacera ensuite dans les différents sites qui ont été sinistrés suite aux intempéries. L'après-midi sera consacré à des entretiens avec les institutions du pays. Et le soir même de son arrivée, Erika Bareitz sera l'invitée du journal de TNTV. Je vous donne donc rendez-vous à 18h30. Le programme de la ministre se poursuit samedi avec l'ordination de Monseigneur Jean-Pierre Cotenso à l'église Mariano Tehau. Erika Bareitz se déplacera ensuite à Moorea. Elle y restera jusqu'à dimanche pour rendre notamment visite à son père, résident de l'île Sœur. Le lundi 20 février, Erika Bareitz continue sa visite par le marché de Papeete et les sites cofinancés par l'État et le pays. Après un déjeuner à la présidence, la ministre rencontrera les associations et services du pays qui œuvrent auprès des femmes en difficulté. Enfin, mardi, Erika Bareitz décollera pour une journée de visite sur l'atoll de Ahé. Elle repartira pour Paris le mercredi 22 février. Voilà pour son programme. Les tractations au sein du syndicat Secosud se poursuivent et n'en finissent pas. Alors que le vote pour le choix du prochain fournisseur en électricité des communes du Sud a lieu le 23 février, Jonas Tahuaitu, le suppléant du maire de Tevayuta, Tiari Alpha, vient d'être écarté. Il a appris la nouvelle alors qu'il est actuellement en métropole. Écoutez sa réaction recueillie par Laure Philibert. Quand j'étais président de Secosud, je pensais reconduire EDT dans la gestion de Secosud, mais c'est après que j'ai bien réfléchi avec la perte d'offres qu'ils ont eue et la nouvelle équipe qui s'est présentée aussi. Moi, j'aurais soutenu Tevaluanui. Ouais. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils vont débarquer. De toute façon, là, j'aurais voté pour
Et du côté de Tayarap-Ouest, les élus frondeurs devraient réclamer demain l'arbitrage du haut-commissaire pour solliciter un conseil municipal extraordinaire. Denis Helm et sa centrale syndicale ont quant à eux adressé une lettre à la ministre de l'Outre-mer, Erika Bareitz, pour la rencontrer à ce propos. Et demain matin, Tina Cross organise une conférence de presse au groupe UPLD de l'Assemblée pour évoquer les derniers mouvements au sein de Sécosud. Je le disais en titre, l'état d'insalubrité de l'hôpital d'Outuroa inquiète les habitants de l'île. Hier, une mère de famille a dénoncé via les réseaux sociaux les conditions de vétusté de la chambre qu'occupait sa fille lors de son accouchement le mois dernier dans le service maternité. L'humidité est au cœur du problème. Jessica Doucet-Touahou fait le point sur la situation. Publié lundi soir sur Facebook, le statut de Nadia a retenu l'attention de nombreuses personnes à Ayatea. Elle dénonce l'insalubrité de la chambre qu'occupait sa fille suite à un accouchement il y a 2 semaines. Les toilettes, la cuvette d'eau, il n'y a déjà pas obligé de passer la main à l'intérieur pour vider la chambre elle-même où il y a de l'humidité. Nous sommes exposés à cette station, les odeurs passe par là et donc nous encore adultes, mais les nouveau-nés, c'est plutôt leur santé à eux dont je suis inquiète. Les patientes se sont plaintes à plusieurs reprises, traces d'humidité, carreaux décollés ou encore traces d'infiltration d'eau. Ici, on ne compte plus les dégâts causés par le temps et l'équipe médicale est bien consciente de la gravité de la situation. Pour nous, c'est une situation d'urgence puisque en août, notre sous-commission qualité, qui est l'équivalent d'un CLIN, est venue évaluer certaines chambres et a qualifié, on va dire, 4 chambres d'insalubres. Oui, c'est une situation d'urgence. Ce sont donc des chambres que vous n'utilisez plus ? On est obligé de les utiliser parce que si on fermait ces 4 chambres, ça nous ferait 8 lits au moins et on ne pourrait plus répondre à l'activité obstétricale des îles sous le vent. Les mamans nous disent cette maternité, elle est insalubre, elles regrettent d'y être. Certaines sans doute la contournent, certaines mamans sans doute vont accoucher ailleurs. Et ce qu'on regrette, c'est qu'on en soit arrivé là, c'est que ce soit des mamans qui sont obligées de se plaindre sur Facebook, avec des mots qui sont parfois un peu maladroits et qui mettent en plus notre service en lumière de façon injuste. Parce que c'est vrai qu'il y a une équipe ici de soignants qui fait le maximum, mais qui ne peut plus le faire dans des bonnes conditions. Et puis surtout, l'état de l'hôpital passe au-dessus. Lors de sa visite à Ayatea jeudi dernier, le ministre de la Santé, Jacques Rénal, a constaté de visu l'état dans lequel se trouve ce service. Les travaux de réhabilitation de la maternité sont une de ses priorités. J'ai déjà pris contact avec donc les entreprises, notamment les sociétés Socotec, Bureau Veritas, les services de l'équipement à Papeete, pour qu'un diagnostic puisse être fait très rapidement, de façon à pouvoir déterminer exactement les coûts engendrés par la remise à l'état de cet hôpital. Patients et équipe médicale espèrent que les travaux démarrent rapidement. Chaque année, un peu plus de 900 jeunes mamans passent par la maternité d'Outuroa. Les acteurs du programme européen BEST réunis à nouveau pour un appel à projet avec les acteurs du pays et de la région du Pacifique. Ils se chargent de faire un état des lieux du profil de l'écosystème polynésien. Après le programme BEST 1 et 2, le programme BEST 3 est en cours. Il consiste à identifier les zones clés de biodiversité. Et pour cela, un appel à projet est à nouveau lancé auprès des associations ou encore des institutions privées du pays. Mais pas seulement, et nous allons en savoir davantage avec notre invitée. Anne Caillot, bonsoir et bienvenue sur le plateau de TNTV. Bonsoir. Alors vous êtes coordinatrice du programme européen BEST pour la région Pacifique. Tout d'abord, pour que nos téléspectateurs comprennent mieux, comment se déclinent les objectifs de ce programme pour la Polynésie? Alors ce programme, en fait, il est parti du constat au milieu des années 2000 que la biodiversité de l'Europe, elle était principalement dans ces territoires ultramarins, donc comme la Polynésie, mais qu'il n'y avait aucun financement de disponible pour ces territoires ultramarins qui n'étaient pas éligibles au financement de l'Europe, comme Natura 2000 ou comme les fonds structurels, etc. Et donc à partir de là,
en fait, les acteurs des territoires ultramarins, à la fois les pays et territoires d'outre-mer, dont la Polynésie, et les régions ultrapériphériques, c'est-à-dire la Guyane, la Guadeloupe, etc., se sont réunis lors d'une conférence à La Réunion, et ils ont tous dit, nous aussi, on veut des financements pour financer la biodiversité, parce qu'après tout, c'est dans les territoires ultramarins qu'il y a la plus grande biodiversité, la plus grande richesse de biodiversité de l'Europe. Et donc, à partir de là, le programme BEST est mis en place. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu BEST 1 et BEST 2, c'était des appels à projets dans toutes les régions des territoires ultramarins européens. Et ensuite, il y a eu BEST 3 qui était plutôt des études pour identifier donc géographiquement et thématiquement les priorités pour la conservation de la biodiversité dans les territoires ultramarins. Donc en Polynésie, il y a eu une consultation large avec tous les acteurs, donc c'est-à-dire les ONG, les administrations publiques et les scientifiques, pour pouvoir justement identifier ces zones clés de biodiversité et ces thèmes prioritaires. Et en même temps, il y a aussi des appels à projets pour déjà commencer à financer des projets sur le terrain. Alors justement, portés par qui des est acteurs concerné locaux. par ces projets ? Alors, il y a trois types d'acteurs qui sont éligibles à ces appels à projets. C'est d'abord les associations locales, donc c'est pas forcément des grosses associations, ça peut être des petites associations qui portent un projet BEST. Et ensuite, il y a aussi des communes. Donc les communes aussi peuvent porter un projet et peuvent le mettre en œuvre dans leur commune pour protéger un aspect de la biodiversité de leur commune. Et enfin, il y a des acteurs privés qui, eux, peuvent pas être les acteurs principaux du porteur de projet, mais qui peuvent être partenaires avec une ONG ou avec une commune. Leur projet sera financé à hauteur de combien ? Alors pour cette année, c'est des petits projets, donc c'est 6 millions de francs pacifiques maximum. En 2015, c'était ce qu'ils appellent des subventions moyennes, donc jusqu'à 400 000 euros. Et l'année dernière, c'était déjà des petits projets ou des tout petits projets, donc entre 50 000 et 100 000 euros. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crise de la biodiversité, d'où justement ce programme ? Oui, il y a clairement une crise de la biodiversité en ce moment. On parle de la 6e extinction. Donc on sait que dans toute l'histoire géologique de la planète Terre, il y a eu déjà 5 extinctions, dont l'extinction des dinosaures en était une. Et en ce moment, on parle de la 6e extinction parce qu'on n'a jamais vu d'espèces disparaître de manière si rapide depuis cette dernière extinction. Et donc on parle même de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique où en fait toutes les espèces disparaissent à cause de l'homme. C'est pour ça qu'on appelle ça anthropocène. Anthropo, ça veut dire homme. C'est-à-dire que du fait de l'action de l'homme, les espèces disparaissent à une vitesse effroyable. Donc oui, il y a une crise. Il Clairement. faudrait aussi une éducation de l'humain. Oui, tout à fait. Alors dans ce programme, il n'y a pas que les îles du Pacifique, de Polynésie, pardon, il y a aussi l'île de Pitcairn. Voilà, donc en fait, c'est tous les territoires ultramarins européens qui sont éligibles, donc pas seulement français. Et donc dans le Pacifique, ça concerne 4 territoires. C'est la Polynésie, bien sûr. Il y a aussi la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et Pitcairn, qui est un territoire anglais. Voilà, donc ces 4 territoires sont concernés. Alors pour finir, Anne, ceux qui veulent participer à ce projet, ils ont jusqu'à quand pour déposer leur dossier ? Alors normalement, les dates sont encore à définir complètement, mais normalement c'est le 20 mars que l'appel à projet sera lancé. Et ce sera à fin avril qu'il faudra avoir finalisé son projet et déposé son projet. Merci Anne Caillot pour cette intervention dans ce journal. Et je rappelle que donc vous êtes chargée de programme en Outre-mer. Bon séjour en Polynésie. Merci. Vous êtes nombreux à vous être arrêtés aujourd'hui pour observer les opérations de sécurisation des talus de Punavai. Des opérations impressionnantes puisqu'il a fallu mobiliser un hélicoptère pour déplacer les rouleaux de grillage sur la falaise. Des travaux qui visent à empêcher les éboulements. Punavai en avait subi quelques-uns il y a 2 ans. Au total, 5000 mètres carrés de grillage ont été déployés. En sport, on revient sur le match nul concédé hier soir par les Tamaoura dans le cadre du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde des U17. Tahiti affrontait la Nouvelle-Calédonie pour son 2e match de poule. Tahiti qui a laissé échapper la victoire dans les arrêts de jeu. Retour en images avec Mathieu Fontaine. Un match décisif puisqu'en cas de victoire, Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie étaient assurés de terminer premier du groupe après le match nul un peu plus tôt dans l'après-midi entre la Papouasie et le Vanuatu. Juste avant le coup d'envoi, Marama Vairua, qui connaît toute l'animosité entre les 2 nations, vient encourager les jeunes Tahitiens. Le sélectionneur calédonien sait lui aussi l'importance de cette rencontre. Tahiti-Calédonie a toujours été des rencontres particulières. Bon, c'est une animosité entre guillemets qui date de très longtemps. Mais bon, je pense que c'est surtout un match important pour le groupe. C'est surtout un match important parce que celui qui effectivement gagne ce soir, disons qu'il aura marqué quelques atouts qui ne sont pas négligeables. Et dans ce match complètement fou, ce sont bien les Tamaoura
qui, contre le cours du jeu, vont inscrire le premier but de cette partie. Sur ce corner joué à 2, Kalahani Bomer sort le grand numéro. Après avoir dribblé un joueur, puis 2 et puis 3, il déclenche une frappe qui ne laisse aucune chance au portier. 1-0. Un but qui arrive à point nommé, juste avant la pause. Malheureusement pour nos Tamaora, en toute fin de match, ils vont se faire égaliser sur un coup de pied arrêté. Une réduction au score, à bout portant, signé Robert Cahill. Cruel pour les Tahitiens, qui, à 60 secondes près, repartaient avec les 3 points et laissaient loin derrière ses concurrents. La qualification pour les demi-finales se jouera donc lors du dernier match. Rendez-vous vendredi à 19 h au stade de Maïna. Je crois qu'il reste 4 minutes de jeu, il faut s'arracher, essayer de rester derrière, ne pas faire de faute. Et vous savez, quand vous êtes de l'autre côté avec la pression du public, le bruit, difficile de passer les consignes. Voilà, on a manqué de rigueur ce soir. Tahiti, après ses 2 premières rencontres, devra donc attendre d'affronter la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant de pouvoir espérer se hisser en demi-finale de cette OFC Championship U17. Une victoire et rien d'autre pour nos Tamaora, qui n'auront pas d'autre choix que de prendre les 3 points à Maïna. Au classement, à ce stade de la compétition, les 4 équipes de cette poule A peuvent mathématiquement encore se qualifier. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des principales informations développées ce soir. Un étudiant d'une trentaine d'années a été retrouvé poignardé hier soir sur le parking de l'université. Une enquête est en cours. Des doutes subsistent sur le mobile de cette agression. Le budget des familles a été dévoilé cet après-midi par l'ISPF. Une étude qui dévoile les modes de consommation des familles de 2000 à 2015. Retrouvez tous les détails de ce rapport sur notre site tntv.pf et sur notre application. Votre soirée sur TNTV à 19h25, votre émission Les Grandes Signatures. Thierry Pahouiri reçoit Jean Galopin, l'un des plus grands chefs cuisiniers du Fénois. Enfin à 19h55, 2 épisodes de Almost Human, saison 4. Merci de votre fidélité. À demain.